Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. On est avec l'ami Luc La Liberté. Luc, j'ai perdu mon chapeau d'aluminium de l'été dernier, mais n'en demeure pas moins que je suis persuadé que tu vas raviver ma flamme conspirationniste tout au long de nos chroniques cette semaine. C'est un plaisir de te retrouver. Écoute, commençons par le commencement. Ce matin, on apprenait la mort là, du réalisateur et comédien Rob Reiner, qui a été connu là, pour évidemment Spinal Tap, When Harry Met Sally, plusieurs grands classiques des années 80 et 90. La décence aurait voulu que certains hommes politiques reconnaissent sa contribution à la culture. Que nenni, évidemment, Donald Trump y est allé d'une de ses sorties habituelles. Raconte-nous un peu de ton point de vue, ce qu'il en est, s'il te plaît. Ben écoute, il l'a fait au moins à 2 occasions dont j'ai eu connaissance. Il l'a fait, on l'a interrogé à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, et il y était d'abord allé d'une sortie sur Truth Social, qui est son réseau social. Et grosso modo, ce que Donald Trump dit, écoute, quand survient une chose comme ça, la plupart du temps, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va s'abstenir de commenter. Si on n'aime pas, on va laisser retomber l'eau, on va laisser retomber, la poussière, puis on va laisser couler de l'eau sous les ponts, j'allais dire. Donald Trump n'aime pas Rob Reiner. Rob Reiner était un critique particulièrement virulent du président américain. Mais là, ce que Donald Trump va dire, au moment où on apprend en plus que ça pointe vers un drame familial, c'est-à-dire que ce serait le fils de Rob Reiner avec qui ils ont eu tous les deux ensemble énormément de difficultés. Ils ont fait un film ensemble, mais le fils avait des problèmes de santé mentale, problèmes de... Je viens de vous apercevoir à l'écran. Donc, au moment où on apprend que c'est un drame familial et que c'est une situation qui doit être pénible pour l'entourage, qu'une partie, bien sûr, de ceux qui aimaient Rob Reiner sont sous le choc, Donald Trump dit ce gars-là est mort parce qu'il souffrait du Trump Derangement Syndrome. Donc, c'est tous ceux qui critiquent le président Trump et qui le font régulièrement, chaque fois que le président fait quelque chose qui est illégal, en rupture avec la Constitution, à chaque fois qu'il est grossi, il s'est moqué d'handicapés, il s'est moqué d'à peu près tout le monde qui s'oppose à lui en les ridiculisant. Donc, Donald Trump qui finalement dit, c'est pour ça qu'il est décédé. Et tant pis pour lui, finalement, là, tu sais, même pas de condoléances ou de reconnaissance. Et puis là, ce que tu disais, en fait, plutôt, Luc, c'est que il y a quand même, n'en déplaise à M. Trump, certains membres de sa base, là, MAGA, qui, ont aimé les films il y a 30 ou 40 ans, puis je veux dire, sont peut-être, même s'ils sont partisans des politiques de Donald Trump, des gens normaux, là, tu sais, que Christy, le corps est encore chaud, là, tu sais, présente tes excuses, tes salutations. Et donc, même une certaine frange de la base MAGA, là, reprochait au président, là, cette nouvelle indécence aujourd'hui. Ben, moi, quand j'ai vu apparaître ce message-là, parce que je suis abonné au Truth Social de Donald Trump. Tu es l'un des rares que je connaisse à t'être prêté à l'exercice. J'avoue que ça doit être... C'est pour des raisons professionnelles, évidemment, Luc. Écoute, j'y prends pas énormément de plaisir, mais je veux être là quand on me rapporte que Donald Trump a placé quelque chose sur Truth Social. On a tellement de captures d'écran, de mimes, de déformations qui circulent. Je suis toujours en mesure immédiatement de savoir est-ce qu'il le fait ou pas. Parce que si j'étais pas en train de consulter ses entrées sur les réseaux sociaux, je m'empresse d'aller vérifier la chose. Quand ça s'est produit, quand j'ai vu apparaître ce message-là, j'ai tout de suite pensé à quelqu'un qui partage des chiffres inquiétants avec Donald Trump ces temps-ci. C'est Mark Mitchell. C'est un sondeur qui est conservateur, qui est associé à la maison Rasmussen. Vous remarquerez dans les sondages que Rasmussen se démarque et souvent positivement parce qu'on représente plus correctement les tendances chez les conservateurs ou chez les républicains. Ouais. Et donc, Mark Mitchell, ça fait quelques semaines déjà que ce qu'il dit à Donald Trump, ça va au-delà de « vous avez de mauvais sondages, Monsieur le Président », c'est que votre base s'effrite progressivement. Donc, ça va un peu avec ce que tu viens de dire. Cette fois-ci, on y va avec quelque chose qui est peut-être plus émotif. On est dans la culture, on est dans l'art, puis parfois l'art populaire. Mais ce sont les mêmes gens au sein des MAGA, si on veut, qui disaient « on n'accepte pas qu'une certaine gauche se réjouisse du fait que Charlie Kirk soit décédé. » Et là, on comprend pas pourquoi le président le fait, parce que
Reiner, on avait beau du côté de Donald Trump ne pas l'apprécier, il a eu beaucoup de décence et de respect au moment de l'assassinat de Charlie Kirk. Donc, je me suis dit, quand c'est arrivé, quand j'ai vu le message du président, en quoi ça l'aide? On lui répète semaine après semaine, depuis un mois et demi facilement. Mitchell partage des chiffres qui devraient l'inquiéter. Parce que s'il y a une chose qui a servi Donald Trump depuis 2015, c'est que sa base, elle était loyale. On se disait, il va toujours avoir cette base-là. Il n'y a rien qui semble en mesure de défaire ce noyau dur de partisans de Donald Trump. Et là, elle a perdu des membres, elle a perdu des élus qui se tournent maintenant vers Donald Trump. Mais c'est plus que des élus. Ça pourrait être une guerre politique, des bras de fer qu'on se fait. C'est chez les partisans de Donald Trump. On le donne pas pour battu. On ne dit pas que c'est la déroute totale. Mais si je suis un républicain et que dans moins d'un an maintenant, je sais que les électeurs vont aller voter, si je suis un représentant ou un sénateur américain, républicain, je n'aime pas ce message-là aujourd'hui du tout. D'ailleurs, ils sont plusieurs à être sortis sans confronter directement Donald Trump. Ils ont tenu un message qui était diamétralement différent. Mais ils savent aussi que ça ne va pas bien en prévision de novembre 2026. Donc, c'est plus que le président n'aide pas sa cause, finalement, là, parce que évidemment, il y a la base, mais il y a aussi quand même des gens entre les deux, j'aurais envie de dire, qui tantôt votent d'un côté, tantôt votent de l'autre, les fameux indécis. Puis c'est sûr qu'avec un message comme celui-là, je sais pas si tu as vu d'ailleurs Jack White, bon, qu'on ne soupçonnera pas de magaïsme, là, mais qui est clairement un homme de gauche, le musicien, il est allé d'une réponse là à Donald Trump, mais bon, tu sais, j'ai l'impression qu'on fait juste descendre dans les sombres enfers du lançage de bouettes, là, mais tu sais, il dit you're egomaniac, loser child, là, tu sais, you're gross et tout ça, tu sais, c'est vraiment on étend sa merde là, à gauche comme à droite. Bref, tout ceci n'est pas très édifiant malheureusement et on sait qu'à ce jeu-là, c'est pas Donald Trump qui va reculer. Il n'a jamais fait ça de sa vie, Donald Trump. Non. La meilleure défensive, c'est l'attaque dans la pensée de Donald Trump. Faut pas compter sur Donald Trump pour arrêter ce jeu-là. Il s'y plaît. Il s'y complaît même, j'ai envie de te dire. Ouais, tout à fait. Et sinon, en quelques mots, les documents du dossier Epstein, j'ai l'impression de refaire les chroniques qu'on faisait ensemble cet été, Luc. Là, ça fait 5 mois de ça, mais on parle toujours évidemment du dossier Epstein. Certains documents devraient être dévoilés à la fin de cette semaine, là, ou en fait au courant de la semaine. Plusieurs noms circulent, là, évidemment. Bill Clinton, c'est pas très étonnant, j'ai envie de dire. Là. On avait toujours su qu'il y avait peut-être une association entre les deux hommes. Mais là, Noam Chomsky, ça c'est quand même un genre de philosophe des médias là que j'ai envie de dire. Tu sais, je le connais pas tant, mais pour moi c'est quasiment un être asexuel. Là. Tu sais, je vois pas. Tu sais, en fait, après je le connais pas dans son intimité. Bill Gates, évidemment, qui a été beaucoup fréquemment associé. Comment tu vois justement cette espèce la continuation du striptease puis les impacts que tout ça pourrait avoir là, si ces informations s'avèrent réelles, Luc? Il y a des choses très importantes au plan politique, puis il va y avoir des retombées dont on ne soupçonne pas l'étendue encore. Tu as parlé de Chomsky, on pourrait parler de Bill Gates, on a parlé de Woody Allen. Il y a de plus en plus de noms qui sortent, parce qu'entre autres, la semaine dernière, les démocrates qui sont tous un peu des démocrates, non? Je sais pas. Écoute, Noam Chomsky, pour les gens qui sont à gauche, ça a été c'est un coup de canon. Là. C'est comme une figure. C'était pas divin, mais pas loin. On l'appréciait énormément, on lisait, on relayait ses ouvrages. Disons qu'en termes d'image ou de perspective, de perception, il tombe de très, très, très haut. Cependant, dans le cas de Chomsky, comme dans le cas de nombreux autres, on va vivre avec un problème qui est assez important. C'est celui du coupable par association. Quand on parle de Bill Gates, il semble que sa relation d'ailleurs avec Epstein est menée à sa séparation. Ça a été un des enjeux. Sa conjointe ne voulant pas qu'il fréquente Epstein, puis Gates a reconnu plus tard, j'aurais pas dû faire ça. Ce fut une erreur. J'allais pour chercher des sous pour la fondation. C'est en tout cas c'est la version officielle. Et finalement, quand j'ai connu le fond de l'histoire ou quand j'ai su, je suis parti. Mais combien d'autres vont y passer? Ce n'est pas nécessairement la réponse qu'on attendait. Faudra voir s'il y a quelque chose de plus compromettant. Donc, il y aura cette campagne de salissage. Il y a des gens qui ont, à des degrés variables, joué avec Epstein. Jusqu'où sont-ils allés? Ce qu'on leur reproche la plupart du temps, puis qui est grave également, c'est de ne pas avoir parlé. Que les riches et puissants entre eux, sans que certains aient fait des choses qui sont illégales ou encouragé le réseau illégal ou partagé, appelons
ça comme ça, les services qu'offrait Epstein, c'est que si on savait et qu'on n'a pas parlé, ça paraît très mal. Larry Summers, que tu connais probablement. Oui, qui a démissionné récemment. Ben voilà. Oui, ancien secrétaire d'État au Trésor. Mais donc, je voulais terminer sur ce point, Luc, parce que là, je réitère, tous les noms qu'on nomme, Summers, tu viens de l'ajouter, Clinton, Chomsky ou Allen, Gates, des hommes qu'on associe plus spontanément aux démocrates, à une gauche, centre-gauche. Là, tu sais, on soupçonnait que les républicains allaient nettoyer les dossiers Epstein, qu'ils allaient dévoiler ce qu'ils voulaient bien dévoiler. Est-ce que, tu sais, j'ai mon beau chapeau là, de conspi, là, mais est-ce que c'est ce qu'on voit actuellement? Parce que c'est quand même étonnant. Franchement, Epstein semble avoir eu des clients à travers le spectre politique. Voilà. Comment se fait-il que tous les noms que tu me donnes aujourd'hui, il n'y a aucun républicain important qui soit sur la sellette? C'est un peu surprenant, non? Il y en a, c'est qu'on a moins mis l'accent là-dessus, mais rappelle-toi cette photo qu'on a fait circuler la semaine dernière de Donald Trump avec 5 ou 6. On leur avait mis dans le montage vidéo, on leur a mis un bandeau noir sur les yeux pour ne pas divulguer leur identité. Mais il va y en avoir pour tout le monde. Et ça allait au-delà même des barrières politiques. Quand on parle de Chomsky, c'est un penseur. Larry Summers a fait dans la politique. C'est également un brillant cerveau au plan économique. Moi, je pense que ce que je surveille en fait d'ici à vendredi, c'est est-ce que le département de la justice va trouver une autre raison de demander un délai ou de retarder la divulgation de certains documents. Il y a une prise légale là-dessus qu'on peut jouer. Et de l'autre, je pense que ça, c'est même nos auditeurs qui s'intéressent le moins au dossier, qui sont moins au fait de ce dossier-là. Ce qu'on va tous surveiller, c'est quelle information va-t-on laisser sortir? Grosso modo, qu'est-ce qui va avoir été caviardé là-dedans ou conservé? Parce que, je rappelle, on se réserve le droit de ne pas divulguer d'informations sur des enquêtes en cours. Et il y a des enquêtes qui ont été démarrées à la demande du ministère de la Justice. Il n'y a pas de coïncidence ou de hasard, là. Ça allait avec la décision d'obliger la divulgation des dossiers. Donc, est-ce qu'on aura le fond de l'histoire? Non. Mais on va salir et entraîner beaucoup plus de chaos. Moi, ma grande tristesse là-dedans, c'est quand on parle, et souvent j'ai critiqué Donald Trump pour ça, c'est que si on dit finalement on est en train de s'en prendre au système, il n'y aura plus de crédibilité. Imagine le ressac et le cynisme des gens quand tout ça ou une partie de tout ça va circuler. Déjà, il y a des gens qui sont dégoûtés à la lumière des informations qui circulent et il semble que nous n'ayons pas vu le pire encore. Luc, je dois te quitter parce que Nicolas Saint-Pierre de la Fondation Mira vient d'arriver en studio avec 3 bébés chiens et je suis en train de perdre le contrôle de la régie. Donc, avant que ça n'explose, on va mettre terme à notre entretien. Merci, je blague évidemment, mais merci à toi. Et on se retrouve demain, même place, même heure pour la prochaine chronique américaine. Merci.